Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en attente de mon invité. Du coup, j'en profite pour faire quelques pompes parce que je sais pas si vous avez vu, mais sur les précédents épisodes, il est un peu large le garçon, quoi. Enfin bon. Donc déjà, on sent que le cum, il n'y connaît rien. Attends, je la refais. Bref, pour ce 5e épisode, et du coup pour mon 5e invité, je vais recevoir une femme. Et cette femme s'appelle, enfin cette jeune femme, ça va être Soa. Et Soa est une lesbienne, mais avec une petite particularité, une lesbienne politique. Elle pratique le polyamour et c'est une militante LGBT. Mais du coup, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le polyamour? Et bah du coup, on va en discuter. Alors, n'hésitez pas à vous installer confortablement, prenez un petit café. Bienvenue chez moi. Bienvenue dans mon salon, bienvenue sur mon canapé pour le 5e épisode de Et dis-moi tout. Soa, Eddie, comment vas-tu? ça va bien. Merci Et toi? beaucoup, merci. Bah, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais avec plaisir. On est chez moi, comme tu peux le voir dans mon salon. Mhm. Et pour le coup, vraiment, tu peux valider qu'on est vraiment dans un appartement, on n'est pas dans un studio. Je valide. C'est vrai, non, il y a ma télé En ici. plus, étant à Conflans-Sainte-Honorine. C'est ça, exactement. Mm. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'est très gentil. Première question. Pourquoi as-tu accepté ce podcast? Ah. Alors, j'ai accepté parce que... Bon, déjà, c'est une personne de confiance qui m'en a parlé. Ensuite, ça me parle énormément. L'enjeu de ce podcast me parle énormément. La démarche, la posture, ta posture me parle énormément. Du coup, ta démarche me plaît beaucoup, ta posture me plaît. C'est-à-dire que ça me parle beaucoup, cette idée d'apprendre des autres dans une démarche de déconstruction. Et que dans le militantisme, c'est quelque chose de très, très, très important, cette idée qu'en fait, on ne peut pas tout savoir de notre propre point de vue, à travers notre propre expérience, on ne peut pas appréhender tous les points de vue. Et que du coup, c'est nécessaire de s'instruire auprès des autres pour comprendre leur point de vue, leur vécu, qui ne sera pas le même. Et voilà. C'est exactement ça. Franchement, je trouve que c'est nécessaire. En fait, je considère que tout savoir, déjà, c'est pas possible. Mais le truc qui est cool derrière ça, c'est de se dire, ok, en fait, je ne sais pas tout. Et je vais profiter du fait que j'aime discuter, j'aime machin, pour aller rencontrer des gens, tu vois, et pour en apprendre plus, en fait, pour s'ouvrir surtout. Et c'est vraiment l'idée de ce podcast-là. Du coup, aujourd'hui, on va parler... Alors, il y a plusieurs choses. Tu vas me raconter un petit peu. Alors, déjà, toi, on va parler sexualité. Évidemment, on ne va pas parler musique, c'est le thème de ça. Mais explique-moi un petit peu. Déjà, on va commencer par rapport à ta sexualité, par rapport à toi. Comment tu te situes et qu'est-ce qu'il en ressort, entre guillemets, voilà. Comment tu te situes dans ta sexualité? Alors, c'est une très bonne question, sachant que la réponse a été mouvante et a évolué au fil des années. Aujourd'hui, je me situe comme lesbienne, mais je ne peux pas nier le fait que je sois attirée aussi par des garçons, parfois, pas majoritairement, ça doit arriver un quart du temps, quoi. Mais donc, avant, je me serais plus située dans la catégorie bi à tendance lesbienne. Mais aujourd'hui, ça a évolué parce que je suis devenue... je me définis comme lesbienne politique. C'est-à-dire que sans nier le fait que je sois attirée par des hommes, j'accepte ça, c'est pas du tout un problème, etc. Je m'estime lesbienne politique parce qu'en revanche, je ne veux pas être en couple avec un homme. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux détailler du coup un petit peu plus ça? Ouais. Pourquoi du coup Bien sûr. Je veux pas être en couple avec un homme, je l'ai déjà été et c'était pas des mauvaises forcément expériences, mais c'est que déjà je me sens bien plus en harmonie avec une femme et je me sens bien mieux dans le quotidien et j'ai vraiment l'impression que tout est naturel, tout se fait naturellement. Alors que, et je pense que c'est aussi dû à ma déconstruction féministe, mais en fait avec un homme je me sens pas sur un terrain d'égalité. Okay. Et du coup j'ai l'impression que je suis en train de lutter même dans ma relation.
Et du coup, je suis vachement attentive, voire aux aguets sur des petites choses et des petites choses où j'ai l'impression que le patriarcat s'insinue dans mon intimité et ça me plaît pas du tout et j'ai pas et du coup ça pourrait me rendre désagréable et j'ai pas envie de ça dans une relation intime. Mais non, moi c'est pas vraiment un sacrifice, c'est pas quelque chose que je m'interdis parce que en fait naturellement je vais plus vers les filles et de manière naturelle, c'est quelque chose que j'ai conscientisé, que j'ai politisé, mais c'est quelque chose que je fais naturellement depuis des années puisqu'en fait j'ai pas été en couple avec un garçon depuis mes 15 ans. Ok. Et aujourd'hui tu en as? Tu as quel âge aujourd'hui? Pardon, aujourd'hui j'en ai 24. J'ai combien de garçons? J'ai pas de garçons aujourd'hui. T'as 24 j'ai ans. 24 donc pas loin de 10 ans, ok. Ouais, donc ça fait, bientôt 10 ans. Donc ça fait longtemps. Et du coup, c'est pas un sacrifice. C'est pas, voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai conscientisé, que j'ai politisé avec le temps. Par la suite. Mais à la base, ça venait d'une réaction impulsive assez radicale de me dire je ne veux pas être en couple avec un homme et c'est tout. Et en fait, c'est à force que j'ai réfléchi à pourquoi. D'accord. Qui t'a amené à ça? Ouais. Ok. Dans quel environnement tu as grandi? Ça, c'est une question que je pose du coup assez souvent parce que c'est vrai que l'environnement dans lequel on grandit peut avoir un impact ou pas. Dans quel environnement tu as grandi par rapport à cette ouverture-là, tu vois? Alors, j'ai grandi à Conflans-Sainte-Honorine, ce qui est assez marrant. J'ai grandi avec des parents très gentils. Pour la petite info, ma mère, elle est juive et mon père est catholique. Donc déjà, de base, ils ont une certaine souplesse vis-à-vis de leur communauté religieuse. Même si les deux ne sont plus vraiment dans des communautés religieuses, ma mère elle croit pas et mon père il croit mais il pratique pas. D'accord. Et ma mère était pratiquante mais elle a arrêté. Ils sont classe moyenne, blancs, typiques de leur génération, très sains, mais sur l'homosexualité ils partaient d'assez loin. D'accord. Et j'ai eu des réactions assez ma mère a eu une réaction assez négative, elle l'a su 2 ans avant mon père. D'accord, ok. Et mon père a très bien réagi, lui, pour le coup. Donc, en gros, t'es passé par... sexuellement, t'es passé par donc la phase homosexuelle? J'ai d'abord eu un copain. Ok. Alors, j'ai eu un copain de mes 14 à mes 15 ans. Okay. Le seul et l'unique. Et c'était très chouette et j'étais très amoureuse et je remets pas du tout ça en question. J'ai vraiment eu des sentiments pour lui, j'ai vraiment été amoureuse de lui. Donc, je suis capable d'être amoureuse d'un garçon. Mais en parallèle, j'étais très attirée par une fille. J'ai beaucoup combattu ça au lycée. J'ai beaucoup combattu ça au lycée aussi. Et jusqu'à qu'en fait, ça m'arrive en pleine face et que je puisse plus combattre. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. J'ai daté pendant des mois un footballeur hyper beau, hyper musclé, hyper gentil, très, très attentionné et très chouette. Et en fait... plus je le voyais et plus je pensais à cette fille qui était dans ma classe et plus je combattais et c'était un cercle vicieux. Plus je combattais, plus ça revenait au galop, quoi. Ok, comment à ce moment-là, qu'est-ce que tu te disais? Pourquoi tu combattais ça? Parce que je me disais, ce n'est pas toi, ce n'est pas normal, t'as eu un copain, t'en auras d'autres. En fait, j'avais aucune référence lesbienne. Et du coup, pour moi, c'était inconcevable. Et aussi parce qu'il y a eu un événement dans mon enfance qui m'a un peu trigger là-dessus. Okay. J'ai eu une meilleure amie pendant des années quand j'étais vraiment petite. Et en fait, je pense que j'étais très amoureuse d'elle, mais que je ne l'avais pas du tout conscientisé. Et puis, l'amour, quand tu as 10 ans, voilà. Tu as des sentiments, mais tu sais pas ce que c'est. Ouais, c'est ça. C'est pour moi, c'était juste ma meilleure amie. Et en fait, les vacances de CM2 vers la 6e, je lui ai écrit une lettre, une carte postale. Mes parents m'ont dit, vas-y, écris-lui. Et je lui ai écrit un truc, c'était son prénom, virgule. Tous les jours, je pense à toi. Toutes les nuits, je rêve de toi. Tu me manques, je t'aime. Un truc comme ça. Et mes parents m'ont convoquée dans la cuisine et m'ont dit, ça va pas là, ce que t'as écrit, c'est bizarre. Tu sais qu'elle pourrait... ta lettre, elle est un peu étrange. Elle est bizarre. C'est un peu dégoûtant quand même. Et en fait, c'est allé crescendo comme ça, de étrange, bizarre vers dégoûtant. Et à la fin, ils m'ont dit, mais en fait, tu peux pas envoyer ça parce que c'est dégoûtant et ça va lui faire peur et ça peut être mal interprété, c'est dégoûtant. Et en fait, ils ont déchiré la lettre devant moi, ils en ont racheté une, ils m'ont demandé d'en réécrire une. Et en fait, ça a été très violent et du coup, j'ai vraiment intégré le fait que ça, c'était dégoûtant, que les mots ambigus avec une fille, c'était dégoûtant et que du coup... tout ce qui était un peu ambigu vis-à-vis d'une autre fille, ce serait dégoûtant. Et que du coup, j'étais un peu dégoûtante.
Donc d'où le fait de vouloir fuir ce truc. Ouais. Ok. Et puis le manque de représentation aussi a fait que... Ouais. Comme on parlait dans le 2e épisode avec Tom, c'est effectivement cette non-connaissance, parce que lui, tout ce qui était transsexualité, transidentité, il y connaissait rien, enfin il ne savait même pas que ça existait. Et c'est en fait qu'à partir du moment où il expliquait dans une série, où il a vu ce personnage-là faire sa transition, il a dit mais c'est moi en fait. Et donc c'est ça en fait, c'est vraiment quand on n'a aucune image ou aucune représentation de ça, bah tu peux pas, en même temps tu connais pas, donc tu vois, c'est difficile. Pour le coup ici c'était le cas, et moi je sais que quand j'ai fui Conflans juste après le lycée et que je me suis retrouvée à Paris et que j'ai découvert une communauté des bars, la mutinerie, le seul, et ben ça a été un vrai soulagement. Je me suis dit waouh, en fait il n'y a pas que moi. Et en fait c'est possible d'être représenté un minimum, bon, même si on est bien d'accord que les représentations sont pauvres et lacunaires, mais... C'est compliqué encore, ça va de mieux en mieux. Ça commence, ouais. Les gens arrivent mais à comprendre, des séries comme il y a aujourd'hui sur Netflix, ça m'aurait fait un bien fou quand j'étais ado. Ça m'aurait changé, mais tellement de choses. Moi, ce qui m'a permis, ça a été, comme je te disais, le fait qu'à un moment, ça m'a dépassé et que j'ai compris que je ne pouvais plus renier, rejeter, que je ne pouvais plus fermer les yeux ad vitam aeternam, quoi. Ok, ah oui, donc c'était quand c'était une fois... Lycée. Ok, c'est au lycée une fois. D'accord, je pensais que c'était un peu plus tard. Donc c'est quand au lycée, ça te dépassait vraiment et que là, tu t'es dit ok, c'est qu'après où tu as été dans le... Ouais. Ok, dans le milieu parisien. Ouais, après le lycée, effectivement. Okay. En fait, j'ai commencé fin lycée, quoi. Ok. J'ai commencé à aller en teuf. Passé sombre. Et en teuf, il se trouve que j'ai rencontré ma première vraie copine. Enfin, j'en ai eu une au lycée, mais c'était caché. Ok. Et première histoire, du coup, comment ça se... Ouais, c'était hyper léger, c'était pas très... Enfin, il s'est rien passé de très fou, à part 2-3 bisous cachés. Ça a duré 1 mois et demi, et c'était... Enfin, aucune de nous deux n'avait fait de coming out, aucune de nous deux n'assumait, enfin... C'était vraiment un premier jet, quoi. Okay. Premier essai. Un premier test. Et ouais, voilà, c'est ça. Okay. Mais par contre, j'étais vraiment à fond, quoi. Okay. J'étais vraiment à fond, et là, je me suis dit, waouh, si je suis capable de ressentir ça pour une fille, en fait, c'est que vraiment, c'est pas juste un petit truc comme ça, quoi. Et après, j'ai été en soirée en teuf vers fin lycée, et là, j'ai rencontré ma première copine. Ça a été un choc, surtout que... On s'est rencontrés en soirée, du coup, on s'est revus. Et premier date, elle m'a dit « Salut, moi c'est machin, je suis polygame, bisexuelle et libertine. » J'étais genre... Là, t'as un tableau qui fait que si t'es pas ouvert, ça peut être compliqué. Ouais, j'avais 17 ans et j'étais là genre « on va essayer. » Et en fait... Welcome. C'est ça. Et en fait, ça a marché pendant 8 mois. C'était assez passionnel, mais c'était cool. Et en fait, depuis cette relation, je suis qu'en relation libre. Mais on y viendra après. On peut y arriver. Mais du coup, c'est arrivé brutalement. Ouais. Elle voyait plusieurs femmes. Elle voyait vite fait quelques mecs avec qui elle couchait, mais c'était pas plutôt femmes. Donc ça, c'est arrivé avec elle. Ouais. Directement, j'avais première 17 copine. Ans, ouais. Enfin, première copine. Première vraie copine. On va dire, deuxième relation, mais première vraie copine. En tout cas, première femme avec qui je découvrais la sexualité. D'accord. Déjà. Okay. Et la sexualité homosexuelle. Bien sûr. Et j'espère que vous avez compris. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en gros, elle avait plusieurs amantes. Elle les appelait comme ça. Et c'est un mot que j'ai gardé, moi, depuis, que je trouvais assez poétique, assez genre 19e siècle. Complètement. Voilà. Je suis complètement d'accord. Et du coup, elle avait plusieurs amantes. Et je me suis dit, il va falloir... Plusieurs amantes, pour les gens qui nous regardent. Plusieurs amantes, du coup. Plusieurs copines. Comment elle définissait ça, elle ? Elle disait des amantes. Okay. Et elle faisait pas d'hierarchie. Mais c'était des copines. Enfin, elle était en couple avec. C'était pas juste sexuel, si ? Comment c'était un entre-deux, en fait. C'était pas un couple avec tout ce que ça instaure en obligations, etc. et en choses officielles et un peu administratives de la relation. Mais c'était des relations suivies quand même. Ok. Après, je crois qu'elle a aussi eu pas mal de coups d'un soir et dans des soirées un peu échangistes aussi. Mais donc ça rentre dans le polyamour ?
Non. Pas encore. Non, pas encore. Okay. Non, là on est dans la... C'était vraiment très léger, okay. quoi. Okay. Mais du coup, le fait est que j'ai... En fait, très vite... après, je suis passée par toutes les erreurs de base. Hein. Ça a mis des années à devenir éthique, tout ça. Mais très vite, j'ai compris qu'elle avait plusieurs personnes. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une personne. Et il se trouve que j'ai trouvé une fille avec qui j'ai relationné aussi pendant un certain temps, à la JAPD à Saint-Germain. La journée d'appel, là, pareil au lycée, fin lycée. Et en fait, du coup, je voyais cette fille et c'était très chouette et c'était très léger. Et ça me permet... en fait, donc tu l'as connue là-bas, dans cette ambiance un peu JAPD, morbide. Ouais. En fait, pour les gens, la JAPD, c'est quand même la journée d'appel. Ouais, du citoyen, là. Ouais, un truc où en gros, on t'oblige, quand on est au lycée, on t'oblige à aller là-bas, Ouais. et on se retrouve dans des salles glauques un peu, avec des gens qu'on ne connaît pas. Qui sont nés le même jour que toi, du coup. Voilà, qui sont exactement le même jour que toi. Et t'es là, genre, salut, et tu dois regarder des vidéos bizarres sur les militaires, sur tout ce qui se passe, tu vois. Les premiers secours aussi, D'accord. ça c'est le seul point positif de cette journée. Donc sympa, si, petite rencontre là-bas. Ouais, petite rencontre là-bas. Rencontre tranquille. Et au final, c'était pas un truc hyper sérieux, mais c'était une très belle entente partagée. Okay. Et en fait, moi, je le vivais vraiment comme au départ quelque chose qui me permettait de compenser le fait que ma première copine, ait vraiment plusieurs relations. Et ça te dérangeait quand même au fond ? T'as fait ça pour te dire que toi aussi tu pouvais le faire ? Ouais, je pense qu'il y avait ça. En fait, je me suis dit, c'est mon seul moyen de bien le vivre. Parce que j'étais pas encore prête foncièrement. Okay. J'étais pas prête à ça. Quand je l'ai rencontré, je pensais vraiment pas que j'allais finir dans un pourpier pareil. Mais du coup, ouais, ça a été ma première technique. Ok. La deuxième technique ? Alors là, on va passer en vidéo moins de 18 ans. Ouais. Non, la deuxième technique, c'était... je sais pas, il n'y a pas eu trop de techniques. En fait, j'ai pataugé pendant des années. Donc, je suis arrivée à la fac en double licence, en licence humanité. Et j'ai eu une... En fait, j'ai enchaîné. Donc d'abord, j'étais avec cette fille. À la fin de ma relation avec cette fille, j'ai rencontré une autre fille avec qui on a relationné pendant plus d'1 an et demi. Donc j'étais avec les deux en même temps. Cette autre fille, c'était assez compliqué, mais c'était cool. Et bon, voilà, c'était cool. C'était compliqué. C'était compliqué émotionnellement, c'était compliqué parce que sinon... elle s'est fait virer de chez elle quand elle a fait son coming out, donc c'était compliqué. Je pensais que tu parlais de gestion. Je veux dire gestion très bureautique. Non, mais par contre, en termes de gestion, j'étais une grosse merde. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, donc, j'ai enchaîné les deux. Ensuite, j'ai rompu avec la première, celle que j'avais rencontrée encore au lycée. J'étais plus qu'avec la deuxième, mais très vite, je suis tombée amoureuse et réciproquement d'une fille qui était dans ma licence, donc j'avais les deux en même temps. Et en fait, au début, j'avais vraiment des sentiments pour les deux. Ensuite, il y a eu des événements qui ont fait que j'ai mis une hiérarchie et j'ai placé prioritaire celle avec qui j'étais à la fac. Ok. Donc là, celle qui arrivait après. Okay. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je les ai jamais fait se rencontrer. Elles connaissaient l'existence de l'une de l'autre, mais il y avait une espèce d'animosité latente. Elles pratiquaient ça, elles aussi, de leur côté ? Ou pas du tout ? Pas trop. Okay, ouais. Elles pouvaient, mais je crois qu'elles l'ont pas mise quand on était ensemble en application. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, très classique, je me suis fait larguer à peu près en même temps par les deux, en mode elles n'en pouvaient plus. Et puis, il y a des choses où j'étais pas claire, il y a des choses où... Après, il y a eu plein d'autres facteurs qui sont rentrés en jeu, mais voilà, ça devait s'arrêter. Et je me suis retrouvée de 2 meufs à rien, comme une merde. Voilà. Okay. Et qu'est-ce qui t'a fait après finalement continuer dans cet axe-là ? C'est que je me voyais plus du tout être en couple monogame. En fait, je pense que naturellement, j'aurais été faite pour ça. J'en sais rien, en fait. Mais le fait d'avoir commencé si jeune et d'avoir mis le pied comme ça là-dedans, je me vois plus. Et en fait, ce qui m'a fait continuer, c'est qu'au début, je suis arrivée là par erreur. Enfin, par hasard, plutôt. Et ensuite, j'ai conscientisé le truc et je me suis dit, mais attends, mais c'est génial, en fait. On peut avoir plusieurs partenaires. Et encore après, j'ai compris qu'on pouvait avoir plusieurs partenaires et que ce soit éthique et que ce soit dégradant pour personne et que ce soit parce que c'est vrai que je pense que dans l'idée commune, le fait d'avoir plusieurs partenaires, généralement c'est un peu un truc caché. Tu vois, l'autre ne le sait pas et tu trompes et nanan. Et tu vois, c'est plus ça. Et en fait, moi, je trouve ça très éthique. Parce qu'à la base, la définition de la tromperie, c'est pas du tout quelque chose de sexuel comme ce qu'on en a fait aujourd'hui. La tromperie, c'est vraiment le fait de mentir, c'est le fait d'être malhonnête, de cacher des choses. C'est surtout cette notion de malhonnêteté, de mensonge. Et du coup, la relation libre permet
Et ça, c'est génial. Ah, et c'est je le pense feu, que en c'est fait. pas fait pour tout le monde. On y reviendra Ouais. après, mais je pense vraiment que c'est pas fait pour tout le monde et que l'effet de mode est vicieux et qu'il faut pas que ça devienne une mode, le polyamour. Mais par contre, la relation libre permet vraiment en fait, d'assumer le fait qu'on a des désirs qui sont souvent pluriels. Et il y a certains qui sont OK avec le fait que c'est un désir et ça s'arrête strictement au fantasme et au désir et je ne passerai pas à l'acte parce que je dois la fidélité sexuelle à ma partenaire. Mais en fait, pour les autres, ceux qui peuvent pas s'en empêcher, ces espèces de trompeurs, trompeuses compulsives qui en fait ont besoin de consommer des relations, voilà, et qui résistent pas en fait à l'appel. Et ben en fait, pour ces personnes-là, c'est un moyen éthique de le faire, un moyen moral, un moyen respectueux. Et c'est cool. Et c'est très cool. Après, Et en ça plus marche de pas ça, avec c'est tout le monde. assumé. C'est-à-dire Ouais. que bah oui, en fait, j'en ai besoin et je suis clair avec toi dès le début et viens, on va comme ça. Et si C'est ça te ça. plaît pas, bah, c'est dommage, mais C'est ça. au moins c'est dit quoi. Bien sûr, Et ouais. il faut savoir que pour une personne polyamoureuse, ça peut être très dur de rencontrer et d'avoir un vrai feeling avec une personne monogame. Et en fait, que moi, ça m'est déjà arrivé, et que la personne nous réponde, bah en fait, le feeling est réciproque et partagé, mais moi, je ne me vois pas en fait être en polyamour parce que l'idée de t'imaginer avec quelqu'un d'autre, ça me rend malade et je le vivrais mal et j'aurais de la jalousie, de la méchanceté, machin. Et en Alors, fait, ça peut être très rude. Est-ce qu'on peut donner la définition de polyamour? Alors, je ne connais pas la définition officielle, mais ma définition, voilà, c'est... comment je n'avais pas réfléchi à ça. J'ai d'autres questions à la con comme ça. Ma définition, c'est le fait de relationner, c'est un terme très large, c'est fait exprès, de relationner avec plusieurs personnes. Okay. Et après, les types de relations, à chaque fois, sont uniques. Donc, c'est pas forcément des relations que de sexe ou que d'amour ou que de... Enfin, chaque relation est unique. Et un complément de cette définition de polyamour, donc c'est des relations plurielles, le polyamour. C'est des relations plurielles. Ça, c'est la définition la plus basique. Le polyamour, ensuite, ça se base sur une idée très importante qui est que une personne ne peut pas tout nous apporter. C'est pas possible de faire reposer tous ses besoins, toutes ses attentes, toutes ses angoisses, tous ses rêves sur une seule personne. On ne peut pas répondre à tout pour une autre personne. Ça marche dans les deux sens. Et du coup, en fait, c'est OK. C'est OK. Et il y a des couples monogames très conscients de ça et pour qui ça se passe très bien. Ils savent que, voilà, moi, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais toi, t'as un kink et ton kink, je sais pas, c'est de te faire chatouiller les orteils. C'est pas du tout mon truc. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas du tout mon truc. Et du coup, on le fera pas. Et je te comblerai. Voilà. Et je te comblerai pas avec ça parce que ça m'intéresse vraiment pas. Et ça peut marcher avec tout. Ça peut marcher avec toi, tu meurs d'envie de partager ta pratique sportive avec ton ou ta partenaire et c'est le judo. Mais moi, le judo, j'aime pas ça du tout. Et tu partageras pas ça avec moi. Et je suis un peu déçue parce que du coup, je voulais que tu me chatouilles les doigts. Et voilà. Et en fait, ça, c'est des trucs genre hyper. OK, enfin, on sait qu'on ne peut pas tout apporter à une personne. Il y a des petites incompatibilités et on fait très bien avec dans la plupart des couples monogames, on fait très bien avec. Mais le polyamour va plus loin et dit, il y a ça. Et en fait, avec l'accord de mes partenaires, je vais aller chercher tout ce que je cherche chez plusieurs personnes. Okay. Et ça peut être conscient ou inconscient. En général, on ne le fait pas consciemment. Moi, par exemple, je ne vais pas faire un questionnaire à quelqu'un qui me plaît. Alors, est-ce que tu aimes le tennis ? Ok, c'est coché parce que ma copine, elle n'aime pas. Est-ce que tu aimes lire ? Ok, cool. T'aimerais bien qu'on lise ensemble parce qu'elle aime faire ça en solitaire, c'est chiant. Enfin, genre... Ouais, c'est la situation où tu vas rencontrer quelqu'un et cette personne-là va te faire ressentir des choses. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a aucun hasard et qu'on est toujours attiré par des gens qui ont quelque chose... Quand il y a une vraie attirance, un vrai feeling avec quelqu'un... C'est pas pour rien et en général cette personne a des choses complémentaires à nous apporter. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de pratiquer le polyamour dans la société dans laquelle on est? Une question typique, comme tu disais, tu peux tomber sur quelqu'un qui lui ne va pas pratiquer ça parce qu'il va pas être à l'aise ou quoi, enfin peu importe les raisons. Est-ce que c'est délicat quand même ou pas pour essayer de s'épanouir? Moi je trouve ça délicat. Je trouve que c'est très délicat parce qu'on en parle très peu, que c'est très tabou. En fait, tout de suite, on entend polygamie et on entend le MAC, le harem, tu vois. Ouais, qui est d'ailleurs quelque chose d'hyper islamophobe, mais bref. Et on en a une connotation hyper négative, hyper sexiste. Et en fait, les relations polygames ou polyamoureuses, c'est perçu comme ça. Déjà, il y a ça, c'est tabou, on n'en parle pas, c'est pas représenté.
Il y a une série qui est sortie sur Netflix qui représente un triangle, un trio. Voilà, première série polyamoureuse. Mais il y a très peu de choses. Il y a La Salopétique, qui est un livre très, très, très bien. D'accord. Qui théorise ça à merveille et qui est une bible autant pour la monogamie que pour le polyamour, je trouve, qui est incroyable et qui est hyper safe et hyper bien écrit, bienveillant, qui inclut tout le monde et qui pose aucune règle stricte. Okay. Bah, tu me diras, ça peut être bien qu'on mette dans la barre d'infos pour YouTube, pour les gens qui sont sur YouTube. Très, tu me diras et on ce mettra livre. pour ceux qui veulent aller se renseigner. Et en plus, ça détaille toutes les formes possibles, sachant qu'il y a autant de formes qu'il y a de relations, en fait. Chaque relation a ses propres codes et règles. Et je pense que c'est ce qui est à la fois cool, et c'est ce qui qui peut être en tout cas compliqué aujourd'hui, en parler de sexualité même en général. Il y a tellement de gens, il y a tellement d'avis, il y a tellement de façons de voir les choses que c'est délicat aujourd'hui d'essayer de se positionner pour les gens qui ont... Parce que quoi qu'on en dise, on a quand même envie, on n'a pas envie de nous mettre dans des cases, mais on a quand même envie de se dire... Quand même un peu. Je suis comme ça ou je suis comme ça. Et c'est vrai que ça peut être délicat pour certaines personnes qui cherchent, tu vois, de... Et je trouve que le polyamour, c'est compliqué. Je trouve ça très compliqué. Moi, mes parents ne le savent toujours pas. Je compte leur dire. Je compte vraiment leur dire. Ça fait podcast. 1 an. Alors voilà une petite vidéo. Je me cache, je reviens dans 1 heure. Tiens, regardez, j'ai trouvé ça super intéressant. Vous allez me dire votre avis. Mais je compte leur dire. Vraiment, ça fait partie de mes objectifs à court terme. Là, je veux leur dire. Ça fait 1 an que ça me travaille et que j'ai besoin de leur dire. Mais pourquoi tu leur as pas dit, si c'est pas indiscret ? Parce que le jugement, le poids de la famille. En fait, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus mal reçu que d'être lesbienne. C'est exactement ce que j'allais te demander, parce qu'ils savent du coup. Ouais, ils savent, ils adorent ma copine. Ça a été pris un peu difficilement au début, mais ça va mieux maintenant. Ouais, ça va vachement mieux. Beau, ils ont fait un chemin de fou. Et comment tu te sens là du coup pour la prochaine étape de leur... Stressée, mais en même temps c'est tellement nécessaire, ça fait tellement partie de moi. Ça fait vraiment partie de moi et je me rends compte que je ne pourrais pas être en relation monogame. Et en fait, je suis stressée parce que avec mon ex, donc la fille que je voyais avant ma copine, ma copine officielle, mon amoureuse. Donc mon ex, quand je l'ai quitté au bout de 8 mois de manière un peu impromptue, mon père m'avait dit une phrase qui m'avait beaucoup blessée, mais c'était pas méchant. Il m'avait dit quand même, fais attention parce que j'ai l'impression que tu te laisses vite et je te trouve assez inconstante. Et j'étais là genre ouf. Et en fait aujourd'hui j'ai vraiment envie de lui dire, mais papa, en plus on est très très proches, donc je vais lui dire, mais en fait, je suis pas inconstante. Regarde, là, je suis en relation depuis 4 ans avec la même personne, mais on est en relation libre. Et en fait, c'est juste que c'est ça qu'il me fallait, parce que mon ex, on a rompu parce que elle voulait pas de relation libre, c'était assez clair, et en fait, moi, je pouvais pas. Et à un moment, j'ai craqué quand je me suis dit, en fait, c'est pas possible, là, je vais la tromper avec la terre entière, si ça continue, il faut arrêter, quoi. Non, mais c'est bien, enfin, comme tu disais, c'est ok, tu vois, de penser comme ça. Mais quelle est la définition de ton père de constant, tu vois ? Lui, il a sa définition à lui, et toi, tu as ta définition à toi, et puis ça s'applique, c'est pas mathématique, tu vois. Non, mais clairement. C'est de l'amour, en fait, on est dans du sentiment, on n'est pas du tout dans... Enfin, du sentiment et dans du sexuel, mais on n'est pas dans, ok, 1 + 1 = 2, enfin non, ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. Mais du coup, non, je suis confiante, stressée, et en même temps, ça s'impose tellement à moi que je vais le faire. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix et j'ai envie de le faire. Mais en fait, le problème du polyamour aujourd'hui, c'est que c'est très lié. Enfin, moi, mes craintes sont très liées aussi au sexisme, au fait que je sois une femme et en fait, au fait qu'on associe vite polyamour à ah ouais, tu baises la terre entière en fait. Ah ouais, tu fais ça pour baiser à fond, sans limite. Et si c'était le cas, ce serait pas un problème. Bah, oui, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est la décision. Voilà, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, en l'occurrence, j'ai pas envie qu'on réduise à ça parce que c'est pas mon cas. Ouais, voilà. Et que même si j'adore baiser, il n'y a aucun problème, en fait, c'est sentimental. Et en fait, ce que je cherche chez les personnes avec qui je relationne, chez les femmes avec qui je relationne, c'est vraiment des vraies connexions. Enfin, pas que le sexe soit pas une vraie connexion, mais c'est d'autres connexions en plus du sexe. C'est vraiment des choses... c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que prenez typiquement l'exemple de quelqu'un qui va être en couple, enfin, disons par exemple un homme qui va être en couple avec une femme ou une femme qui va être en couple avec un homme. Il y a des choses qui ne sont pas comblées. Donc, pourquoi ne pas trouver d'autres personnes pour pouvoir les combler sous exactement la même façon de procéder ? C'est un peu le... Ouais, c'est exactement ça. Et voilà, et après, il y a des gens, encore une fois, qui ne sont pas faits pour ça, et c'est OK. Et ça, je voulais vraiment en parler, c'est l'effet de mode.
du polyamour. Là, sur TikTok, maintenant, il y a énormément d'ados qui commencent à dire « Ouais, moi, je suis en relation libre, je suis polyamoureux. » Et si c'est vrai, tant mieux. Et franchement, c'est trop cool si ça se démocratise. Mais je pense qu'il faut faire attention à l'effet de mode parce qu'en fait, ça décrédibilise vite quelque chose, une lutte ou un mode de vie ou une identité. Et du coup... Et en fait, c'est pas juste une mode et c'est pas cool ou saut 2021 d'être polyamoureux. Ouais, c'est vraiment une façon d'être, c'est vraiment une façon de gérer sa vie, une façon de gérer, d'appréhender et de gérer ses relations et de les vivre. Et ça peut être très sérieux, c'est très sérieux. Ouais, puis on n'est pas dans de la consommation où on va chercher un bout de jambon et après on le jette et machin. Non, en fait, c'est beaucoup plus que ça et c'est une façon d'être et une façon de vivre, quoi. C'est pas... le polyamour c'est trop cool, je peux baiser avec n'importe qui et mes partenaires sont au courant et c'est trop bien. Enfin ça l'est. Ça peut aussi être ça, mais en tout cas ça peut être beaucoup plus que ça. Voilà, c'est ça. Comment tu t'imagines, parce que tu sais on a vachement ce truc, enfin moi moins, mais on a, en tout cas je n'ai pas moi été éduqué comme ça, mais on est encore, enfin ma génération l'est encore, ce truc de il faut avoir un compagnon ou une compagne, il faut être marié, enfin le mariage, les enfants, la maison. Comment tout à l'heure, tu parlais de déconstruction. Est-ce que ça fait aussi partie de ta déconstruction d'essayer d'aller à l'encontre de ça, ou comment, si c'est pas le cas, comment tu vas réussir à incorporer ça dans tes relations J'aurais dû te demander, te forcer à m'envoyer les questions à l'avance pour que j'ai le temps de disserter dessus pendant des heures. Non, mais est-ce que sérieusement. En gros, la question, c'est est-ce que en tant que polyamour, tu arrives à avoir un schéma et tu arrives à te projeter un schéma ou pas du tout? Si oui, mais quel est-il? C'est une question en fait sur laquelle ça a beaucoup évolué récemment. Toi, c'est personnellement? pour ça que, moi, personnellement. C'est pour ça que c'est intense, là. Jusqu'à il y a peu, je me voyais vraiment me marier avec mon amoureuse et avoir des enfants. Et enfin, vraiment, le mariage. Emménager ensemble, c'est la seule question sur laquelle on ne statue pas. Parce qu'en fait, on a vécu ensemble pendant 1 an et demi. Et là, ça fait du coup 3 ans et demi 3 ans qu'on vit plus ensemble. Et ça se passe tellement mieux. C'est tellement mieux. On est tellement faites pour ça. Et c'est incroyable. Enfin, juste petit aparté là-dessus, mais quand on vit pas ensemble, du coup, le temps qu'on passe ensemble, c'est du temps qui est pas imposé, c'est du temps qui est choisi délibérément, où tu as décidé de consacrer ce temps à l'autre. Et du coup, tu y vas, mais trop content, et tu profites à fond. Et c'est vraiment du temps qui est rentabilisé et qui est incroyable. C'est le feu. C'est trop bien. Et puis, nous, on se manque très vite. Donc en fait, il nous suffit d'1 jour ou 2 sans se voir pour qu'on soit en mode on se voit quand tu me manques. Et nous, on a une alternative, on habite à 10 minutes à pied l'une de l'autre, on a chacune notre double de clé. Donc en fait, si même sur un coup de tête, on a envie de se voir parce qu'on se manque trop un soir ou qu'on a un coup de blues, en fait, on peut. Donc c'est chouette. Donc on a trouvé cet entre-deux qui est tellement merveilleux qu'en fait, on se revoit même pas pour l'instant emménager ensemble. C'est le feu, ça. Mes grands-parents vivaient séparément. Mon grand-père avec sa maison. Dans ma famille, il y a un grand-oncle qui vit aussi, qui a une nouvelle compagne, enfin, une nouvelle depuis 20 ans maintenant, mais ils sont très âgés. Et ils vivaient séparément, ça faisait vachement jaser. Oh, mais du coup, c'est drôle, ils se voient que pour les bons moments. Ouais. Ouais, en fait. Et c'est le but de la vie. Et finalement, c'est pas mal. Ça évite des disputes, ça évite ta gueule le matin, avoir ton truc. T'as pas envie de voir l'autre, t'as envie de te coucher tout seul. Donc, tu parlais de mariage, etc. Oui, pardon, j'ai un peu esquivé, je crois. Mais c'est intéressant. Mais ouais, et du coup, en fait, je voulais me marier. J'avais déjà eu des débats pour, contre le mariage en tant qu'institution de possessivité de l'autre, etc. Ça, ouais. Et en fait, j'ai vachement remis en question ça en lisant un livre, là, en janvier, donc c'est très récent, qui s'appelle « Vers la plus queer des insurrections ». Donc, c'est un livre, du coup, militant queer très radical, sachant que le mot queer à la base est un mot très radical et qu'on l'a beaucoup dépolitisé avec des paillettes et des soirées, mais en fait et des plateformes sur nos chaussures, mais en fait c'est pas ça. Et c'était une vraie insulte, c'était hardcore. Et... d'ailleurs, je vous invite, allez taper queer sur Google et vous allez voir la définition en fait. C'est clair. Et donc on est là genre.
Ouais. Ok, Non, d'accord. c'est hardcore. C'était les tarlouses, les déviants sexuels, c'est exactement ça, les déviants tordus, sexuels. comment c'était, les pervers sexuels. C'est fou. Non, c'était hardcore et ça a été vraiment défini. Mais aujourd'hui, c'est peut-être fait C'est une exprès, d'ailleurs, réappropriation. enfin, C'est une réappropriation politique, ça c'est certain. Ça s'est construit comme ça dans les luttes LGBT. Mais c'est vrai que la définition, il y a encore, quand vous tapez queer sur Google, vous allez voir, on est là genre, non. C'est ça, c'est vraiment hardcore, Et c'était l'équivalent de sale gouine ou sale pédale. C'était vraiment un truc viscéral, quoi. Et du coup, en fait, ce livre qui repolitise le mot queer, qui réexplique la base de ce mot, qui réexplique aussi que c'est un mot pour des gens qui sont politisés et radicaux, c'est-à-dire qu'une personne LGBT n'est pas forcément queer. Ça, c'est vraiment important. Le queer, c'est la conjugaison de l'identité, qui est non hétérosexuelle, en gros, et d'une politique radicale de vouloir pousser les normes, de vouloir les défoncer et de vouloir remettre en question le système établi. Et c'est la contraction des deux qui fait qu'on est queer. Donc tu peux être gay ou lesbienne mais ne pas être queer. Tu peux être gay et lesbienne mais vouloir rentrer dans un schéma traditionnel et t'inscrire dans le système sans le remettre en question. Et c'est ok, c'est un choix que personne ici va juger. Enfin moi je jugerai aucun choix de toute façon, mais du coup, queer, c'est ça. Et du coup, en fait, ce livre m'a vraiment fait remettre en question mon envie de me marier. Je crois que j'ai du mal à statuer parce que pour moi, le mariage, c'était un rêve de petite fille. C'était hyper symbolique. C'était aussi faire plaisir à mes parents. Eux, ils ont fait un mariage civil parce qu'ils sont de religions différentes. Mais enfin, ouais. Et puis, c'était aussi que mon couple soit reconnu par l'État. Sauf qu'au final, maintenant... et puis... Surtout, la principale raison qui fait encore hésiter pour le oui, la principale raison pour laquelle je voulais me marier, c'était celle-là, c'était en fait on s'est battu pour ce droit. On l'a eu qu'en 2014, c'est hyper tardif. Il y a des endroits où c'est impossible de le faire, donc juste pour honorer nos confrères et consoeurs qui se sont battus pour qu'on ait ça, c'est une question de reconnaissance. Merci, grâce à toi, je peux le faire, donc je vais en profiter. Parce que ce serait une ingratitude énorme si aucun gay, aucune lesbienne ne se mariait, aucune personne trans ne se mariait, alors qu'on en a chié pour avoir ce droit. Il y a eu énormément de résistance et d'opposition. Enfin, c'est encore remis en question. Marine Le Pen, c'est la première à dire que si elle passe, elle essaiera d'abolir ce mariage. Enfin, j'aimerais bien la recevoir, Marine Le Pen. Un jour, on en sera intéressant dans 2 ans. Mais enfin, du coup, il y a des politiciens en France qui se permettent de dire de manière hyper claire et explicite que eux, s'ils passent, c'est une des choses qu'ils abrogeront, c'est le mariage pour tous. Donc toi, ça a changé pour toi. Du coup, finalement, ça a ce point-là n'a pas changé. Ce point précis de faire honneur à ce droit qu'on a eu difficilement et tardivement, ça fait toujours partie de mes convictions. En revanche, c'est le reste qui a changé. Du coup, maintenant, je suis perdue. C'est est-ce que j'ai vraiment envie de me marier et de rentrer dans un système qui a trop de failles à mon goût d'un point de vue, plein de points de vue. Si tu te maries avec quelqu'un, parce que tu resteras dans le polyamour, mais du coup, ça sera hiérarchisé. Ouais, ce sera une hiérarchie, en tout cas, au niveau de la société, et ça compte énormément. Sachant que moi, je pense, des enfants. Ça aussi, je remets en question avec trucs planétaires et tout. Plus on se renseigne, moins on a envie. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours voulu des enfants, et dans l'idée, j'aimerais bien avoir des enfants. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a que parent 1 et parent 2, ça veut dire qu'il n'y a que le couple marié qui a des droits sur l'enfant. Alors que pour moi, c'est important, si je suis en polyamour à ce moment-là, que toutes mes partenaires aient un droit de regard si elles ont envie et si c'est réfléchi collectivement. Il y aura plusieurs mamans. Ouais, mais il y aura aussi des figures paternelles, des figures masculines. Pour moi, c'est hyper important. Ouais, Ok. Je veux pas que ces enfants soient entourés que de femmes non plus. Enfin, je trouve ça hyper important qu'ils aient de tout dans leur modèle de représentation. Mais en tout cas, mes partenaires, j'ai envie qu'elles aient une place dans la vie de l'enfant. Et les partenaires de mes partenaires. Et du coup, ça fait tout de suite beaucoup de gens et c'est génial. Et pour moi, plus un enfant a de référence, plus il va pouvoir se construire avec plein de modèles. Et donc voilà. Et donc du coup, me marier, ça veut dire que il y a une hiérarchie qui est posée, et même si nous, on l'a déconstruit à l'intérieur de la sphère familiale et intime, du point de vue de l'école, du point de vue de tout ce qui va rentrer en jeu dans la vie de l'enfant qui est sociétal, cette hiérarchie, elle sera présente. Ok. J'ai une question de Camille, de la semaine dernière, de l'épisode de la semaine dernière, qui... je vais te laisser regarder, et puis tu vas répondre.
Je voulais savoir comment elle en parlait justement à ses relations, savoir si ça arrivait dès la première rencontre ou si au fil du temps, quand la relation devenait un peu plus importante, est-ce que là, elle ouvrait le sujet. Voilà. Très bien. Très bonne question. Donc, ce qui lie tout ce qu'on a dit sur la famille et là, du coup, mariage. Alors, avec les personnes avec qui je date, c'est immédiat. C'est vraiment une information trop importante pour arriver ensuite comme une cerise sur le gâteau en mode « Ah, t'es déjà attaché, c'est too late !» Et ensuite, ça fait beaucoup trop de dégâts. Pour moi, ça fait vraiment partie de l'honnêteté qui doit aller avec et qui va dans... L'honnêteté, c'est le principe phare du polyamour puisque c'est justement là pour éviter tous les vices de malhonnêteté. Quand il y en a. Ce qui n'est pas systématique, heureusement, dans les relations monogames. Mais du coup, bien sûr que c'est un truc que je dis tout de suite. Et même plus, c'est que y a une partenaire que j'ai depuis plus d'1 an, que j'ai rencontrée sur OkCupid. Et en fait, sur OkCupid, elle était marquée partenaire avec sa copine, et moi aussi. Okay. Et c'était en plus dans ma bio. Donc il fallait vraiment être de mauvaise foi pour pas le savoir. Et en plus sur OkCupid, tu peux noter monogame, non monogame. Et moi j'avais mis non monogame exclusivement. Donc du coup, pour moi c'est hyper important que ce soit carte sur table dès le début. Et par exemple ma copine, mon amoureuse, elle a fait cette erreur avec... c'est pas une erreur du tout, ça a été une très belle relation. Mais elle a relationné avec une fille qui était monogame. Et en fait, elle lui a dit qu'au 3e rendez-vous, et il y avait un vrai match entre elles deux, un vrai feeling. Et en fait, ça s'est terminé bien parce que c'était 2 personnes super et qu'elles sont toutes les 2 adultes et matures. Mais il y a eu de la souffrance et en fait, ça s'est arrêté parce que cette fille n'était pas polie et qu'elle commençait à avoir des attentes insatisfaites, quoi. Alors, quand on dit poly, c'est polyamoureuse, c'est pas poli dans la vie. Les gens. Oui, voilà, polyamoureuse, avec un Y. Mais... ok, et du coup, pour faire le lien entre les deux, donc on se rend bien compte quand même que finalement, c'est, je veux dire, une décision, pas une décision. Enfin, ça peut être aussi une décision en disant je le suis ou je le suis pas pour telle ou telle raison. On se rend compte ça que peut être des périodes aussi. Ouais, bien sûr, en disant là, je vais être plus apte, là, non. On se rend compte que quand même, c'est pas simple de pratiquer ça. C'est de la logistique de ouf. Donc, je rebondis du coup par rapport à ça, le fait que ce soit pas forcément simple à gérer. Et par rapport aux institutions, on parlait de ça aussi tout à l'heure, donc je vais allier les deux. Est-ce que tu penses que finalement, que c'est une bonne chose que l'institution, ou une mauvaise chose, mais n'aille pas dans ce sens-là? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour garder, parce que tu vois, par exemple, je te donne l'exemple des enfants, où tu disais, voilà, je veux quand même qu'elle ait un cadre, qu'elle grandisse avec un autre, avec des hommes, etc., qu'il y ait quand même un cadre. Est-ce que tu penses que d'avoir un cadre est important, sachant que tu sors du cadre principal du mari, de l'homme, de la femme ou d'homme, enfin voilà, pour l'institution, je parle vraiment. Est-ce que tu penses... Ouais, il est quand même très souple le cadre. Mais... Pour l'institution. Parce que là, ce dont tu me parles, moi je veux qu'il y ait un cadre, mais le cadre est très souple, c'est-à-dire qu'il y aura plein de femmes, plusieurs hommes. Non, mais dans le sens où c'est déjà plus trop le cadre par rapport traditionnel. À l'institution. Oui. Tu vois, de dire si on se marie, il y a qu'un homme, un homme ou une femme, tu te maries avec une personne, ça va être le représentant légal de l'enfant. Tu vois, je parle vraiment de toi par rapport à ce cadre-là. Est-ce que tu penses que c'est important quand même que l'institution continue là-dedans, ou qu'elle s'assouplisse par rapport aux différentes sexualités ou aux différentes façons de voir les choses? Ouch. Très, très Et ce sera, du coup, on clôturera là-dessus. Mais... Très bonne question, très compliquée. Alors, je vais un peu éviter parce que, en fait, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse dans la mesure où j'estime ne pas être assez... C'est des questions tellement structurantes de la société que c'est des décisions où je me sens pas la pertinence de donner un pour ou un contre. En revanche, ce que je pense, c'est que la société n'est pas prête. Je pense que ça pourrait être très bien, ça pourrait être une très belle avancée. Et en même temps, je comprendrais les arguments contre parce que ça pourrait être aussi la porte ouverte à énormément d'abus, à du polyamour en fait pas sain et hyper non éthique et hyper abusif. Hyper patriarcal. Le militantisme parle. Et du coup, je pourrais pas dire que je suis complètement pour. En revanche, je suis assez pour
en ce qui me concerne, enfin, de manière hyper égoïste et personnelle, moi, j'aimerais beaucoup que ce soit possible d'officialiser plusieurs unions. Ça, pour moi. Mais voilà, après, le problème, c'est l'éternel même problème pour toute avancée. C'est qu'il y a très peu de moyens de contrôle sur comment les gens font ça. Est-ce que c'est vraiment éthique ou pas Mais je pense que la société n'est pas prête. Je pense que là, changer la Constitution pour dire que la polygamie éthique ou le polyamour éthique peuvent être structurés dans l'institution du mariage, de la famille, je pense que la société n'est pas prête. Après aussi, ça pose d'autres questions. Dans quelle mesure, en fait, la société vient impacter, toucher, structurer l'intime Dans quelle mesure la société doit s'en mêler Bien sûr. Parce qu'en fait, le polyamour, ça existe depuis, je pense, la nuit des temps, comme l'amour, en fait. Et le fait est que ça n'a jamais été institutionnalisé, mais que ça a quand même toujours été là. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin que l'État s'en mêle pour que ça existe et pour que ça fonctionne ? Je pense que la réponse est non. Non, oui, clairement pas. Et... Ouais, non, je pense non. Est-ce que ce serait bien ? C'est une autre question. Ça se fait déjà, finalement. Ouais. Tu vois, finalement, c'est déjà en route. Et dans le livre, justement, de la salopétique, il y a des exemples de relations, pardon, je cherchais mes mots, mais il y a des exemples de relations de personnes du coup de la génération d'avant, des exemples très beaux qui montrent qu'en fait c'est là depuis un moment et qui ont élevé des enfants en communauté d'amants. Et c'était des homos, des gays, et qui ont élevé des enfants dans des communautés d'amants, avec des copines lesbiennes avec qui ils ont procréé les enfants, dans une entente formidable, incroyable. Et des très très belles histoires comme ça, de gens qui aujourd'hui ont 70 ans et qui ont toujours vécu comme ça. Et en fait, c'est possible. Tu me donneras ça, je mettrai en description, je pense que c'est important pour les gens. Mais moi, je vais aller le lire parce que c'est très... Même si on ne tire pas vers ça, c'est hyper important d'aller se renseigner là-dessus, quoi. Et en fait, c'est un beau livre parce que, déjà, il a une définition qui m'a vachement touchée, qui me plaît beaucoup, qui, je pense, va beaucoup te parler. En fait, ça dit que le polyamour, on le pratique toutes et tous à partir du moment où on a des amis ou des amis et un amoureux, une amoureuse. Parce qu'en fait, quand on aime sincèrement des amis, hormis l'aspect sexuel qui est entre parenthèses... C'est juste, en fait, c'est un copain sans... Les amis qu'on aime vraiment, c'est des gens à qui on consacre de l'attention, du soin, du temps, de l'énergie, de l'amour. C'est des gens qui prennent déjà de l'espace dans notre emploi du temps, dans notre logistique, dans notre esprit. Donc, en fait, le fait d'avoir des amis très présents et d'avoir un copain ou une copine, c'est déjà quelque part une forme de polyamour. C'est juste que la notion du sexe vient départager les deux, et parce qu'en général, et je dis bien en général parce que il y a des contre-exemples et ça peut être très éthique aussi. Mais en général, le sexe est la donnée manquante dans une relation amicale. C'est ce qui départage. Mais en fait, le polyamour est déjà là. C'est rigolo. Et ils disent ça au début de la salopétique. Elles disent ça, les deux autrices, elles disent ça commence ici en fait. Parce que c'est de la logistique. Mais en fait, la logistique, on fait déjà cette gymnastique mentale-là quand on aime plusieurs personnes de manière amicale ou autre. Et je voulais juste rajouter un point, c'est que c'est des problèmes de logistique, mais pas que. Ne faisons pas l'apologie du polyamour sans occulter les aspects négatifs. Émotionnellement, ça peut être très dur. Émotionnellement, ça peut être compliqué. La jalousie, qui est très très bien expliquée, décrite et décousue dans la salopétique, toujours. La jalousie, c'est quoi ? C'est pas un sentiment en soi, c'est un symptôme. C'est le symptôme de quelque chose de derrière. En fait, la jalousie n'existe pas en tant que telle. Ça, c'est très intéressant. Quelqu'un qui va la déclencher ? Non. La jalousie est déclenchée par une insécurité, par une peur. C'est ça, la jalousie. Sinon, c'est de la possessivité. La possessivité existe en soi. Je peux décider que cette personne m'appartient. Ça, c'est autre chose. Mais la jalousie, c'est quand tu ressens de la peur de perdre quelqu'un, d'être remplacé, d'être moins important, d'être moins aimé. Et moi, j'adhère totalement. Je pense vraiment que c'est ça, pour moi en tout cas. Pour moi, la jalousie, c'est juste la conséquence d'une insécurité, la conséquence d'un endroit où je suis pas au clair. Et puis, si tu vois cette fille qui est plus belle que moi, je vais me comparer. Et là, je vais me sentir moins machin. Elle est plus intellectuelle que moi, je vais me comparer. Je vais me dire, mais du coup, tu vas la trouver plus intéressante. Donc, peut-être que tu vas te désintéresser de moi. Donc, peut-être que tu préféreras passer du temps avec elle. Donc, peut-être que tu vas m'aimer moins et me quitter. Et en fait, tout ça, c'est que de l'insécurité. Et la jalousie, c'est quelque chose qui est quand même un sujet plutôt... un sujet costaud dans le polyamour. Qui fait partie quand même. Ça fait partie des choses. Mais c'est ça qui est merveilleux avec le polyamour.
Et on peut le faire en monogamie. D'ailleurs, la salopétique est écrite pour tout le monde. Donc, elle s'adresse aussi aux couples monogames, ça qui est génial. Mais en fait, ce qu'elle dit, c'est ce qui est brillant avec le fait... non, c'est pas brillant. C'est brillant aussi, mais c'est autre chose. Ce qui est génial avec le polyamour, c'est que ça oblige à déconstruire les insécurités et à réfléchir. Ça oblige à te poser en face de tous tes démons. Comme ce que toi t'as fait. Ah oui, mais bien sûr. Tu vois, là, genre, bon, je vais peut-être aller essayer de faire ça pour contrer quelque chose et de pas... j'ai beau être polyamoureuse, j'ai fait des crises de jalousie de fou. Là, mon amoureuse que j'ai depuis 4 ans, la pauvre... Il y a des moments où j'ai été en insécurité et où vraiment j'étais là en mode... J'étais un tyran, quoi. Alors que c'est moi qui voulais la relation libre, alors que je suis polyamoureuse, alors que... Mais en fait, l'insécurité, c'est un sentiment qui émane d'une insécurité qui peut t'arriver sur la gueule à n'importe quel moment. Et dans n'importe quelle situation, ou ne pas arriver, enfin voilà. Et en fait, ce qui est génial avec le polyamour, c'est que t'es obligé de regarder tes démons en face. Alors que dans la monogamie, tu peux le faire, mais tu peux ne pas le faire. Parce que le lien de confiance est un lien de contrôle. Lien de contrôle, le contrôle sexuel. Tu n'as pas le droit d'aller partager de la sexualité avec une autre personne. Et comme il n'y a pas ce lien de contrôle, mais qu'à la place, tu es obligé de le remplacer par un lien de confiance, en fait, comment cultiver la confiance ? Discuter, être OK avec ses insécurités, poser ses limites, poser ses besoins et regarder en face ses limites. Donc regarder en fait, on pourrait dire que le polyamour, finalement, c'est le contrebalancier de tous vos problèmes. Voilà, mais après, encore une fois, il y a des couples monogames où ça se passe très bien et qui sont très équilibrés et qui arrivent aussi à travailler sur leurs démons tout en étant dans une relation exclusive avec le contrôle sexuel. Et c'est pas un problème, en fait, si les deux personnes sont OK. Il y a des gens qui s'en sortent très bien. Mes parents sont un très bon exemple, par exemple. Ils sont ensemble depuis qu'ils ont 22 ans, 23, et ça fonctionne super bien. Et donc, le but, c'est pas du tout de remplacer une forme de relation par une autre, mais de réfléchir, en fait. Et de se dire, OK, il y a des qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui est possible. J'en mets. Ouais. On arrive à la fin de... On avait encore plein de choses à se dire. Enfin, on a beaucoup de choses à se dire, mais bon, ça fait là combien de temps ? Ça fait pas mal de temps. Ça fait 2 fois 25, ça fait pas mal de temps déjà. De toute façon, il y aura d'autres podcasts, il y aura plein de choses. Donc, franchement, ce sera un plaisir de... Exactement. On devait aller aussi un peu sur le militantisme, mais après... je l'ai abordé de manière hyper... un peu parcimonieuse, mais bon. Mais on refera franchement avec plaisir. Ça n'existe pas, parcimonie. Avec parcimonie. Ouais. Non, mais on le refera avec plaisir. Pour clôturer, Mm-hmm. du coup, pour clôturer chaque épisode, ce que je fais, c'est que je demande, donc là je vais te demander à toi, mais je demande aux invités de poser une question à l'invité de la semaine prochaine. Mm-hmm. Et pour l'invité de la semaine prochaine, je ne dis pas encore le prénom, mais vous verrez, on va parler de l'homosexualité dans la culture arabo-musulmane. Okay. Et du coup, je vais te demander de réfléchir à une petite question. Et du coup, j'attends que tu me dises cette question. D'accord. Quel questionnement tu as eu par rapport à ça et qu'est-ce que tu as envie de savoir ? Comment est-ce que ça a été pris par ta communauté, donc à la fois ta famille, mais aussi tes groupes de pairs, si tu fréquentes un lieu de culte, dans le lieu de culte, s'il y avait eu un coming out. Parce qu'en fait, je pars du principe qu'il y a eu un moment un coming out, mais j'en sais rien. Si ça se trouve, il n'a pas fait son coming out. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. J'espère que ça t'a plu. Trop. Ouais. C'est trop bien. Rappelle-moi quand tu veux. On parle militantisme, on parle féminisme, on parle tout. Ce sera à vous, et grâce à vous, parce qu'il faut réagir sur les réseaux sociaux. Il faut dire si vous aimez, si vous aimez pas, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Très gentil. Franchement, trop cool. On va faire les petits bails comme d'habitude. Écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis. Surtout, c'est hyper important. On reste calme comme d'habitude. Le but c'est d'être ouvert et chacun se respecte dans les commentaires parce que sinon, je vais bloquer, je vais faire des menaces, etc. Enfin, ça va aller trop loin, ça va être trop chiant. C'est clair. Non mais voilà, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, ça serait hyper intéressant de vous lire. Comme j'ai l'habitude de dire, envoyez-le à vos parents, envoyez-le à vos grands-parents, envoyez-le à vos potes, même vos potes qui sont hyper fermés ou même ceux qui sont hyper ouverts pour que les messages passent, pour que tout ça passe. Et puis moi j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour le dernier épisode. J'espère qu'en tout cas cette début de saison vous a plu. Cool. Et puis moi je te dis à bientôt, merci beaucoup. Ouais, à bientôt, avec grand plaisir. Merci à toi.